Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le président Nixon durcit sa position et la situation militaire au Vietnam risque maintenant de s'aggraver. Le président américain a réuni autour de lui ses principaux conseillers, et notamment M. Rogers, qui l'a rappelé de l'Europe, et M. Kissinger, qui s'apprêtait, lui, à partir au Japon. Mais d'ores et déjà, le chef de l'exécutif américain semble avoir pris sa décision. On en a vu les premiers effets la nuit dernière avec une série de bombardements à proximité de Hanoï. Des bombes sont tombées à 10 km, et d'autres bombes sont encore tombées d'ailleurs ce matin à 10 km de la capitale nord-vietnamienne. Pendant ce temps-là, les communistes continuent d'accentuer leur pression, notamment autour de deux villes, toujours les mêmes, Hue pour le front nord et Kon Tum sur le front des hauts plateaux. Ces images sont les premières reçues du Nord-Vietnam depuis le début de l'offensive. Ce film nous a été envoyé par les autorités nord-vietnamiennes. Nous voyons ici les quartiers d'Haiphong, victimes des bombardiers américains B-52. Selon les autorités, ces bombardiers auraient aussi pilonné les quartiers résidentiels de la zone démilitarisée et un hôpital aurait été touché. Les États-Unis maintiennent que ces raids sont limités aux objectifs militaires. Ces bombardements ont pour but d'empêcher le Nord-Vietnam de ravitailler les unités qui combattent au sud. Destruction aussi au Sud-Vietnam. Il ne reste que des ruines fumantes de la base 42, base d'artillerie sud-vietnamienne, objet d'une offensive communiste samedi. Ces combats auraient fait une centaine de morts. La base est située à environ 5 km de la ville de Pleiku. Seule une intervention d'une unité sud-vietnamienne aéroportée a sauvé cette base de la destruction totale. Cette unité a maintenant quitté la base et la région n'est plus défendue que par les troupes sud-vietnamiennes régulières, nettement moins aguerries. Les bureaux de vote en Italie viennent tout juste de fermer. Le scrutin était clos en effet à 13h française, 14h en Italie. Et l'on s'attend maintenant à un taux record de participation. Quant aux résultats de ces élections, on ne les connaîtra que mardi prochain. À la suspension des scrutins hier soir à 22h, 78,9% des inscrits avaient déjà voté, une participation supérieure à celle des élections précédentes en mai 68. À noter pour la petite histoire que les 3000 membres de la colonie italienne vivant en Corse ont pris le bateau hier pour venir voter dans l'un des 67 000 bureaux de vote. Ils ont fait le voyage gratuitement. Cela fait donc 37 millions d'électeurs qui ont à choisir entre les partis démocrates chrétiens, socialistes, démocrates socialistes et républicains. Du côté des hommes, maintenant, M. Giorgio Almirante est chef du gouvernement social-chrétien d'extrême droite, un mouvement dont on dit qu'il est néofasciste. Il a vu récemment sa popularité grandir. M. Almirante attend un grand nombre de suffrages. En face, le parti démocrate chrétien, le plus important au Parlement et qui gouverne l'Italie avec ou sans coalition depuis la fin de la dernière guerre. Il a fait savoir qu'il refuse toute nouvelle coalition avec le parti de M. Almirante ou avec le parti communiste. Le résultat du scrutin pour le Sénat devrait être connu dans la soirée. Le dépouillement du scrutin pour la Chambre aura lieu aussitôt après. En Turquie, M. İsmet İnönü a démissionné de la présidence du Parti républicain du peuple. Il dirige ce parti depuis 1923 et c'est l'une des grandes figures de la Turquie qui disparaît de la scène politique. İsmet İnönü a aujourd'hui 82 ans, c'était le compagnon d'Atatürk, le fondateur de la République turque moderne. Cette démission survient alors que le pays connaît une situation difficile et 48 heures aussi après l'exécution de 3 jeunes gens accusés d'avoir voulu renverser le pouvoir par la force. Sur la scène internationale, encore à noter un accord entre l'Algérie et la France sur la sécurité sociale. Cet accord prévoit notamment que les familles des ouvriers algériens immigrés en France toucheraient à nouveau les diverses prestations sociales et familiales. 3 disparitions d'enfants pendant ce week-end en France. Pour l'un d'entre eux, l'aventure s'est bien terminée. Il s'agit d'un petit garçon de 2 ans et demi, un petit Américain, Timothy Fogarty, le fils d'une grande banque d'outre-Atlantique. Depuis hier après-midi, il avait disparu. On pouvait penser d'ailleurs à cette occasion à une affaire de rançon. Finalement, le petit garçon a été retrouvé ce matin par un hélicoptère de la gendarmerie. Il avait passé la nuit sur les bords des Marais en Seine-et-Marne et il dormait au moment où on l'a retrouvé. En revanche, dans la région de Nantes, 2 petits garçons de 8 et 10 ans restent introuvables. Le premier depuis vendredi midi et le deuxième depuis samedi après-midi. C'est d'autant plus inquiétant qu'il y a déjà eu des affaires dramatiques de ce genre dans cette région de Nantes. Depuis vendredi, on est sans nouvelles du jeune Antonio, âgé de 8 ans, disparu entre sa maison et l'école où il aurait dû se rendre. Antonio d'Acosta Portela habite l'impasse de la chaussée de la Madeleine à Nantes. Vendredi, vers 13h, sa mère l'a vu pour la dernière fois. Il jouait en compagnie de ses frères et sœurs et des petits voisins juste devant la maison. Sa mère ne s'est pas inquiétée jusqu'au soir où, ne voyant pas revenir Antonio, elle est allée à l'école pour savoir.
Mais les voisins des Portela, des Portugais pour la plupart, sont inquiets, ne peuvent s'empêcher de penser que les bords de Loire ont connu bien des drames ces dernières années. Le 14 juillet 69, un jeune garçon de 8 ans d'origine italienne retrouvé égorgé. Le 15 mai 70, un jeune garçon de 12 ans d'origine espagnole subissait le même sort. Le 15 juin 70, on retrouve un autre garçon assassiné de la même façon. À l'école de la rue Émile Péan, Madame Portela n'a rien appris. Antonio ne s'était pas rendu à l'école ce vendredi-là. Alors, que s'est-il passé? Antonio n'était pas habitué à sortir seul sans prévenir sa mère. Il ne manquait jamais l'école, m'a-t-elle dit. Monsieur Portela, qui travaille comme maçon dans une usine des bords de Loire, a prévenu la police. Le commissaire Morino a tout mis en œuvre pour retrouver Antonio. On a refait le parcours de la maison à l'école. On a surtout, samedi et dimanche, avec l'aide des gendarmes mobiles et des CRS, fouillé les bords de la Loire où il aimait à jouer. Mais depuis vendredi soir, rien. Si les parents espèrent toujours, la police en revanche n'est guère optimiste. Il y aura peut-être une grève de l'électricité et du gaz de France dans la matinée du 17 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine. C'est ce que viennent de décider les syndicats de l'EGF si les directions générales donnaient une réponse négative à leur demande de révision de la grille des salaires. Ces négociations doivent commencer mercredi prochain. Toujours dans ce domaine social, pour le courrier, en revanche, les mouvements de grève ont cessé depuis samedi, mais il se pourrait qu'il y ait encore quelques perturbations dans le début de la semaine, puisqu'il y a eu des embouteillages, notamment dans les paquets. Le joint français, le travail va peut-être reprendre demain matin. Vous savez qu'un accord est intervenu samedi après 58 jours de grève entre les syndicats et la direction. Aujourd'hui, les syndicats consultent leur base. Il n'y avait que 150 personnes ce matin à l'Assemblée générale des grévistes du joint français, convoquée par les syndicats devant l'usine, réunion semblable à celle que nous voyons ici. La CGT et la CFDT ont expliqué aux grévistes le sens du vote de cet après-midi, mais ni l'une ni l'autre des centrales n'a pris position au cours de ce meeting pour ou contre le vote de l'accord. On suppose à Saint-Brieuc que les grévistes qui disposent d'un exemplaire imprimé de l'accord signé samedi seront beaucoup plus nombreux à se rendre à l'hôtel de ville, où le vote à bulletin secret s'effectuera entre 14h et 18h. Les pronostics sont toujours en faveur d'un vote positif, malgré la réserve d'un certain nombre d'ouvriers quant au résultat de la négociation. Pour l'heure, l'usine est toujours gardée par les gendarmes mobiles, installés dans les lieux depuis le 17 mars en exécution d'une ordonnance du tribunal de Saint-Brieuc. Demain matin, le personnel sera à nouveau rassemblé par les syndicats devant la porte de l'usine, mais les problèmes posés par une éventuelle reprise du travail devront être réglés avec la direction. Pour le reste de l'actualité sociale, il faut noter qu'il y a eu quelques désordres divers et de diverses sources dans plusieurs villes de France hier. À Amiens, les incidents sont produits au cours du carnaval et près de 200 jeunes gens ont été interpellés puis relâchés. Il s'agissait d'une manifestation gauchiste. Au Pays Basque, M. Debré, lui, a été pris à partie par les membres du SIDUNATI qui demandaient bien sûr la libération de Gérard Nicou. Des incidents aussi à Poitiers au moment où M. Hortely inaugurait la foire exposition. Et puis à Paris, sur les Champs-Élysées, quelques centaines de manifestants appartenant au mouvement Ordre Nouveau se sont rassemblés hier soir à l'occasion du 18e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu, et ces mêmes militants d'extrême droite ont manifesté également à Saint-Étienne. Pour le reste de l'actualité française, l'anniversaire du 8 mai 45 sera commémoré ce soir par la présence du président de la République à l'Arc de Triomphe. À noter aussi la réunion du conseil d'administration de RTF qui va examiner cet après-midi les différentes enquêtes sur l'office dont nous avons déjà eu l'occasion de beaucoup vous parler. Y a-t-il des éléments nouveaux dans ces rapports et dans ces enquêtes? Ce sera l'objet de cette réunion cet après-midi. L'année prochaine, les écoliers français iront peut-être à l'école le jeudi, mais qu'ils se rassurent, ils seront en congé en revanche le mercredi. C'est ce qu'annonçait hier M. Guichard. En fait, la décision sera prise seulement mercredi prochain par le Conseil des ministres, mais il semblerait, d'après le ministre de l'Éducation nationale, qu'une énorme majorité des intéressés, 95%, soit favorable au remplacement du jeudi par le mercredi, donc comme jour de congé. Une usine pas tout à fait comme les autres vient d'être inaugurée dans le Pas-de-Calais. Il s'agit d'une entreprise commune aux marques automobiles Renault et Peugeot. C'est la première expérience de ce type. L'usine va employer près de 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes, d'ailleurs 1100 personnes exactement, et produira des pièces pour ces deux marques automobiles. Michel Toulouse. Cette usine de la Française de mécanique à Douvrin dans le Pas-de-Calais est la première création de l'association Peugeot-Renault. En 1966, Renault et Peugeot se sont associés afin de pouvoir lutter à armes égales avec les grands groupes européens et américains. Dans l'association, les deux constructeurs français conservent leur indépendance financière, mais les services d'études sont mis en commun et pour abaisser leur prix, certaines pièces sont fabriquées pour les modèles des deux gammes.
Ici, à Douvrin, on fabrique les pièces d'un futur moteur qui sera utilisé par des voitures Renault et Peugeot. Ce moteur intéresse aussi Volvo qui s'est associé dans la Française de mécanique. Actuellement, la surface couverte est de 65 000 m² et l'usine emploie 1100 personnes. 90% des effectifs habitent à moins de 10 km de l'usine. La construction de cette usine dans le nord a été encouragée par l'État car dans cette région, la main-d'œuvre souffre de sous-emploi. Surtout chez les mineurs car le dernier puits sera fermé en 1974. Mais il semble que la Française de mécanique soit plus apte à résorber une partie du chômage des jeunes que chez les mineurs. La moyenne d'âge de l'entreprise est de 31 ans. Or, comme dans les houillères, on n'engage plus depuis environ 5 ans, les mineurs sont tous relativement âgés et à la Française de mécanique, seulement 8% du personnel vient des houillères. Cependant, on espère atteindre le chiffre de 15 à 20% en 1978. À la Bourse de Paris, j'imagine qu'on doit commenter aujourd'hui les nouvelles dispositions annoncées hier à propos du marché d'échange. Gérard Vidalange, qu'en pense-t-on à la Bourse? Oui, bien, l'allègement a été accueilli favorablement. C'est important, ce contrôle d'échange existait depuis le 21 août 1971. Il a été allégé, ce qui veut dire que les mailles du filet sont tout de même plus larges maintenant et également que les formalités seront moins lourdes. M. Giscard d'Estaing a expliqué pourquoi cet allègement. Pour deux raisons. Le franc est maintenant plus stable et les comptes commerciaux du pays, c'est-à-dire la balance des paiements, est équilibrée. Mais bien entendu, il reste un système défensif, c'est ce double marché d'échange qui existe actuellement, c'est-à-dire le franc financier et le franc commercial qui fonctionnent en quelque sorte comme une écluse afin de protéger la France des mouvements de capitaux spéculatifs. Alors de quoi s'agit-il très brièvement pour les particuliers? Eh bien il y a 4 décisions. D'abord, les Français qui s'absentent simplement 24 heures pourront exporter 500 francs au lieu de 50 francs. Pour les voyageurs, la tolérance sera portée de 500 francs à 3500 francs et les Français pourront utiliser les traveller chèques en francs français. En ce qui concerne les règlements extérieurs, eh bien on pourra payer donc sans autorisation jusqu'à concurrence de 1000 francs. Et pour l'acquisition de résidences secondaires, de villas, de maisons à l'étranger, eh bien il y aura une possibilité de transfert jusqu'à concurrence de 150 000 francs par foyer. Pour les sociétés, eh bien, l'allègement là est sensible en ce qui concerne les formalités. Le ministre a dit qu'en principe, la moitié des formalités se trouveraient réduites. Et deuxièmement, les investissements directs à l'étranger eh bien, pourront s'effectuer à concurrence d'1 million sans autorisation préalable. Double marché d'échange qui subsiste donc francs financiers en ce qui concerne les transactions financières, c'est-à-dire essentiellement le tourisme, et transactions et francs commerciaux pour toutes les autres transactions commerciales. Et alors, ce qui est important, c'est qu'actuellement, à partir de maintenant, les armateurs, les compagnies d'assurance, les commissionnaires pourront passer par le franc commercial. Or, il y avait jusqu'à présent un écart de 2% entre ces deux francs, le franc commercial et le franc financier. Cet écart s'est du reste atténué dès l'instant que le ministre des Finances a pris ces mesures d'allègement concernant l'échange. Alors pour la Bourse de Paris, actuellement, le marché est assez bien orienté avec des transactions animées, mais la hausse de l'or reste le fait saillant. Le lingot est aujourd'hui à 8200 francs contre 8100 francs. Merci Gérard, nous nous retrouvons tout à l'heure pour les cotations. Du nouveau à propos des chèques postaux, désormais il est possible de se faire ouvrir ce qui s'appelle des comptes joints, des comptes que l'on peut ouvrir au nom de 2 ou de plusieurs personnes, de façon qu'ils puissent continuer à fonctionner après le décès de l'une d'entre elles. L'explication de Gérard Pabiot. Ce sont des comptes qui sont ouverts à plusieurs co-titulaires, ayant souscrit entre eux un engagement de solidarité de telle sorte que le compte peut fonctionner sous la seule signature de l'un des co-titulaires. Et comment justement peut-on se faire ouvrir ce compte? Alors l'ouverture d'un compte est extrêmement facile, c'est à peu près la même procédure que pour l'ouverture d'un compte personnel. Il suffit de s'adresser à un bureau de poste, de remplir une demande d'ouverture de compte et de présenter son identité. Monsieur Boyer, les comptes courants postaux collectifs existent depuis plusieurs années déjà, alors pourquoi ces comptes joints? Eh bien, la réponse est simple. À l'heure actuelle, vous avez donc les comptes personnels ouverts, par exemple, au nom de monsieur. Vous avez les comptes collectifs qui sont ouverts au nom de monsieur
et madame, si vous prenez ce cas de monsieur et madame, et les conjoints, c'est monsieur ou madame. Je présume que les héritiers pourront faire opposition. Bien sûr, les héritiers peuvent faire opposition selon les formes habituelles et selon les voies de droit. Vous étiez justement en train d'étudier cette solution du conjoint, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que c'est très bien. Pourquoi? Parce que mon mari ou moi, on pourra aller avec notre carnet de chèques. Et ce sera mieux parce qu'il y avait que moi qui avait, vous voyez, un compte chèque. Remarquez que mon mari avait le droit de prendre quand même sur mon compte chèque puisqu'on était, comment on appelle ça, on avait fait un papier, qui appelle ça, un papier... Et quel est l'avantage du conjoint d'après vous? C'est plus pratique parce que mon mari, comme il était en retraite maintenant, il pourra, vous voyez, c'est marqué, il pourra sa pension être versée dessus. Alors comme ça, si moi j'ai besoin ou lui, on pourra se servir de ce compte. Eh bien, madame, ce que vous dites sur le conjoint est exact. Ça vous permettra effectivement de percevoir, de faire imputer le montant de la retraite de votre mari à ce compte. Mais vous oubliez un détail important du conjoint, c'est qu'en cas de décès de l'un des cotitulaires, le compte n'est ni bloqué ni clôturé et continue à fonctionner sous la seule signature du titulaire survivant. Alors pour moi, le conjoint, n'a pas de changement par rapport à ce que j'ai actuellement. Ma femme ayant un compte chèque postal, moi ayant un compte chèque postal particulier, mais ayant tous les deux la signature sur les deux comptes. Je vous signale qu'il y a un inconvénient, c'est lorsque un des, soit vous, soit votre femme viendra à décéder, le compte personnel sera obligatoirement bloqué et clôturé, et il faudra que vous passiez par les formalités administratives de la succession pour pouvoir en percevoir le montant. Alors, en cas de litige, comment fait-on pour récupérer son argent ? Eh bien, le compte joint peut être clôturé sur la seule demande de l'un des cotitulaires. Alors, il est bien évident qu'en cas de litige, la meilleure précaution à prendre d'abord, c'est lorsqu'on s'associe à quelqu'un pour ouvrir un compte joint, de s'assurer, bien entendu, de la sécurité qu'il peut offrir. Pour frauder le fisc, là, ça doit être intéressant, ça. Je suis navré de vous décevoir, mais alors là, c'est absolument inexact. Le compte joint est soumis aux mêmes obligations fiscales que les comptes ordinaires. Et bien entendu, il serait un peu singulier qu'une administration publique offre un système permettant de frauder le fisc. Si mon mari fait un chèque sans provision, qu'est-ce qu'il met en prison? Est-ce lui ou moi? Alors la question, madame, est très simple. Du point de vue pénal, c'est le tireur du chèque, c'est-à-dire celui qui a émis le chèque, qui est responsable pénalement de cette émission. Vous vous souvenez sans doute de cette explosion qui s'était produite samedi dans un lycée d'Annemasse. Quelques élèves avaient été légèrement blessés. On en connaît maintenant les auteurs. Il s'agit en fait au départ d'une mauvaise farce qui a mal tourné. 4 élèves de 14 ans avaient voulu fabriquer un gros pétard, mais leur mélange était malgré tout et véritablement un peu trop puissant. Bruit en Artois, rien de nouveau en ce début de semaine. Samedi dernier, le juge Pascal avait lancé un appel au calme après les manifestations, notamment autour de la villa de Mme Béguin-Mailleur. Aujourd'hui, la chambre d'accusation de Bruay a reçu le dossier de l'affaire. C'est elle qui doit décider, vous le savez, si Maître Leroy doit ou non rester en prison. Le temps de la Bretagne à la Vendée et au Cotentin, un temps nuageux avec de la pluie aujourd'hui. Ailleurs, le temps sera assez beau malgré quelques risques d'orage. Vous connaissez ce gros monsieur, on dit que c'est l'homme le plus fort du monde. Il s'appelle Alexeïev et il est devenu le symbole de l'haltérophilie. Les championnats d'Europe dans cette discipline vont commencer samedi prochain. Et Pierre Fula vous propose de faire un peu mieux connaissance avec ces sportifs qui ne sont pas toujours des monstres. Un aspect insolite de ce sport, moins connu en tout cas, celui de la préparation et de la concentration. Après tout, que peut bien ressentir, à quoi pense un haltérophile au moment d'un tel effort? En dépit des apparences, l'haltérophile est un athlète inquiet. Cette sorte de défi que l'homme fort se lance à lui-même par l'intermédiaire de la matière, c'est un combat. Et pour ce combat, il faut une grande concentration, de la détermination, de la souffrance parfois. Ces images vous montrent les réactions de l'haltérophile avant l'effort. La nervosité du Bulgare Chopov. Le calme olympien du champion du monde, le soviétique Kolotov. L'anxiété du hongrois Bakoch. L'iranien Nassiri qui implore son dieu Allah.
Le japonais Miyake, champion olympique, un échec, mais il conserve sa bonne humeur. Ici, il va réussir après s'être concentré très longtemps. À cet instant, l'haltérophile cherche l'isolement. L'effort ne dure qu'une seconde, mais il faut s'y préparer psychiquement. Il y a aussi la joie. L'une des curiosités de l'haltérophilie mondiale du moment, le nain Niatov, 1,38 m, 52 kg, il est soviétique, recordman du monde des poids mouches. Le penchant d'Alexeïev. La volonté dans l'effort. La stabilité. La puissance. La souplesse aussi. La hargne de l'allemand Clich. Et celui-ci, ce sera un échec. La volonté du Bulgare Chopov, grand espoir olympique. L'image de l'école soviétique, l'assurance, la technique, avec le poids léger recordman du monde, Kolkov. La puissance américaine, Ripaldi. Un athlète artificiel. L'image de l'haltérophilie, c'est aussi le soviétique Kolotov, ex-recordman du monde des lourds légers. C'est impressionnant et Pierre Fula sait ce dont il parle, puisqu'il a été lui-même titulaire d'un titre de champion de France à plusieurs reprises. Son dernier titre est d'ailleurs tombé hier. Hebdo Midi spécial aujourd'hui consacré aux conditions de travail dans les entreprises, en compagnie de François-Henri de Virieu et de ses invités. Eh bien, le groupe patronal Entreprises et Progrès lance aujourd'hui un grand référendum auprès de 3000 chefs d'entreprise. Un référendum dont les 10 questions sont formulées dans ce document. 10 questions qui sont formulées sous forme de propositions et qui devraient, dans votre esprit, José Bidguin, être les 10 commandements du patron de l'avenir. José Bidguin, vous êtes délégué général d'Entreprises et Progrès. Et je crois qu'on peut dire que vous partez du double postulat, qui sera certainement contesté par certains, selon lequel, premièrement, l'entreprise privée est une solution d'avenir, et deuxièmement, la France est maintenant un pays assez riche dans son ensemble pour s'offrir le luxe de ne plus être obsédé
par la productivité industrielle, la France, elle doit imaginer de nouvelles solutions, quitte à produire moins vite. C'est, je crois, ça l'esprit de votre document. Alors, est-ce que vous pouvez nous le résumer? Oui. Notre document part de l'idée qu'en 20 ans, l'entreprise privée a permis en France la vulgarisation de beaucoup de biens de consommation. Il y a 20 ans, il y avait 8 ménages sur 100 qui avaient un réfrigérateur, il y en a 83 aujourd'hui. 20 ménages qui avaient une voiture, il y en a 60 aujourd'hui. Qui plus est, la mortalité infantile a en 20 ans diminué au tiers de ce qu'elle était en 1950. Et même la vie, nous avons 7 ans de plus à vivre aujourd'hui qu'en 1950. En 20 ans, nous avons donc, je dirais, démocratisé l'abondance. Oui, ce qui ne veut pas dire qu'il ne reste pas des îlots de pauvreté. Bien sûr, il reste des îlots de pauvreté. Il reste les problèmes des migrants, par exemple. Il reste un certain nombre d'îlots de pauvreté. Mais d'ores et déjà, je crois que les entreprises doivent se préoccuper de ce que sont les problèmes d'avenir. Ces problèmes d'avenir portent non seulement sur le plus avoir, mais sur le mieux-être. Ce sont les problèmes des conditions de travail. Et nous proposons 2 types de solutions. D'une part, il nous paraît nécessaire d'abandonner progressivement le gigantisme. Il est très difficile pour ceux qui travaillent de vivre dans des unités, je dirais, qui ne soient pas à taille humaine. Et nous pouvons, sur 10 ans, aller dans le sens de création d'unités à dimension humaine. C'est quoi à dimension humaine? Eh bien, à dimension humaine, ce sont des effectifs qui se comptent par centaines et pas par milliers, où les hommes se connaissent et où l'individu est reconnu. Je crois, celui qui travaille souhaite aujourd'hui être reconnu. Et le second aspect, c'est l'élimination progressive du travail à la chaîne au sens strict du terme, c'est-à-dire un travail parcellaire, répétitif, de courte durée, dont le rythme est imposé par l'extérieur. Il est certain que les jeunes envisagent très mal aujourd'hui de s'installer dans un travail répétitif qui serait le même pendant les 20 années qui viennent. Eh bien, nous pensons que de même que l'entreprise a été capable de produire ses biens et de s'adapter à la pénurie, de chasser la pénurie pour créer l'abondance, de même il faut qu'elle chasse maintenant les autres inconvénients qui sont venus d'ailleurs, qui sont les conséquences de l'économie d'abondance. Je voudrais faire une parenthèse ici pour dire que ce soir, le groupe d'études réuni à la demande du Premier ministre pour étudier l'aménagement des temps de travail va déposer son rapport, le rapport que voici, qui sera donc rendu public ce soir, et qui concerne ce qu'on appelle l'horaire variable ou libre. Il s'agit au fond de dire en substance qu'on a raté l'aménagement de l'espace, on a abouti à des situations d'encombrement dans les rues, dans les villes, eh bien, essayons d'aménager le temps, c'est-à-dire de faire que tout le monde ne travaille pas aux mêmes heures de la journée, qu'il n'y ait que quelques heures par jour où les gens se rencontrent quand ils en ont vraiment besoin. Mais écoutez, exactement, et sur ce point précis, il y a plusieurs entreprises et progrès, qui ont déjà mis en route cet aménagement du temps de travail, car nous croyons qu'il y a des marges de liberté qui peuvent parfaitement être rendues aux salariés, à tous ceux qui travaillent dans les entreprises, sans porter atteinte à l'efficacité. Il n'y a pas de contradiction systématique entre l'efficacité et plus de liberté. Simplement, quand la population des entreprises était très peu formée, il fallait des structures qui sont héritées d'ailleurs d'années passées, du type régiment. De la vie villageoise. Bon. Aujourd'hui, le degré de culture s'est terriblement élevé. Eh bien, il est normal que nous nous efforcions de trouver dans les entreprises des structures de travail qui soient adaptées à une population nouvelle. Et l'aménagement du temps de travail n'a pas entraîné dans les entreprises qui l'ont mis en route de baisse de productivité. Au contraire, cela a souvent eu pour conséquence une diminution très nette de l'absentéisme. Cela dit, revenons, si vous voulez, à la suppression du travail à la chaîne et aux autres mesures que vous proposez. Le monde moderne est quand même un monde qui est fondé sur la concurrence. Alors comment est-ce qu'un pays peut décider de se retirer de la compétition économique en décidant que s'il faut produire moins vite pour produire dans des conditions plus humaines, il est décidé à le faire? Mais est-ce qu'un pays seul peut décider? Non, c'est pourquoi notre proposition n'est pas seulement une proposition pour l'industrie française. Notre proposition est un objectif pour l'industrie européenne. Nous considérons que l'Europe, de la communauté des 6 et maintenant des 10, a une puissance industrielle suffisante pour ne pas chercher des modèles à l'extérieur d'elle-même et pour essayer, dans ce domaine, notamment du travail industriel, de trouver des solutions. Elle a déjà prouvé cela. Je prends le cas de l'agriculture. En 15 ans, nous avons diminué le nombre des agriculteurs en Europe de 6,5 millions. On a diminué ce pourcentage de population agricole, alors que les États-Unis, dans les années 30, avaient eu des difficultés sociales terribles. Oui, mais au prix d'un protectionnisme quand même fantastique. Alors est-ce que vous êtes d'accord pour un protectionnisme industriel, un retour au protectionnisme industriel? Nous sommes d'accord pour que, d'une part, un travail de cet ordre soit entrepris
à la charge de l'ensemble de la communauté, comme nous l'avons fait pour l'agriculture, car le travail pour la suppression des agriculteurs se termine, et bien qu'on commence maintenant une autre étape qui serait une diminution des OS. Et deuxièmement, quand on regarde les échanges intercommunautaires, on constate que l'Europe elle-même a peu d'échanges, ou relativement peu, avec le monde extérieur. Alors peut-être qu'il faut qu'elle se protège, et nous ne sommes pas opposés, nous sommes pour la création d'un style de vie européen. Nous pensons que nous sommes capables, nous les Européens, de trouver un style de vie qui permette à la fois de disposer des biens et d'avoir cette société de consommation qui quand même présente un certain nombre d'avantages, mais également d'atteindre, sur le plan des conditions de travail, une situation telle qu'elle puisse être acceptée, notamment par les hommes de la jeune génération. Mais merci José Bidga. Le dernier rendez-vous de ce journal en compagnie de Gérard Vidange, nous allons voir les cotations en détail, Gérard. Maintenant. Ça, oui, et tout de suite, si vous le voulez bien, le cours record donc sur le lingot à 8200 francs. Vendredi, le cours était de 8100 francs. On peut dire que depuis le 1er janvier 71, la hausse du lingot aura été de 20% et celle du Napoléon, à peu près moitié moins, de 10%. Le Napoléon valait 57 francs en janvier 71 et ce matin cotait 63 francs 30 centimes. Il faut dire que le marché sur l'or est vraiment peu animé. 8 millions, on ne peut pas parler d'un regain d'attention de la part vraiment d'un très grand nombre d'investisseurs, alors qu'à la Bourse de Paris, on a publié ce matin les statistiques d'avril, 5 milliards 700 millions qui s'ajoutent aux 5 milliards de mars, donc on aura échangé plus de 10 milliards, 1000 milliards d'anciens francs à la Bourse de Paris au cours des 2 derniers mois. Les valeurs françaises sont assez animées, mais malgré tout les cours se rapprochent de très près de ceux de vendredi, avec peut-être une certaine nuance de fermeté sur les mines d'or et sur certains titres, vous l'avez vu, le Crédit Foncier ou BSN. L'emprunt de la ville de Marseille a été lancé ce matin, 120 millions. M. Gaston Defferre, qui est le promoteur de cet emprunt, eh bien, a justifié cette demande de capitaux. C'est naturellement pour financer les équipements collectifs, sociaux, pour accroître les réserves foncières de la ville. Ce que l'on peut dire, c'est que la municipalité de Marseille est l'une des mieux gérées et que c'est le premier emprunt d'une grande ville de province qui soit placé sur le marché de Paris. L'UAP, qui est la première compagnie d'assurance nationalisée, annonce un rapprochement avec une compagnie d'assurance privée anglaise, la Northern. C'est la première fois qu'une compagnie d'assurance nationalisée fait un tel accord avec un groupe privé, tout ceci bien entendu dans le cadre du marché commun et de l'ouverture sur ce grand marché international. Carrefour, aujourd'hui, est encore en hausse. C'est je vais vous préciser exactement la date, c'est dans quelques jours, le 18 mai très exactement, que la société va distribuer ses actions gratuites, une action gratuite pour 6, et la société annonce un nouvel accord d'association 50-50 avec une affaire régionale qui est Allobroge, toujours pour créer de nouveaux hypermarchés. Les précédents accords concernaient Guyane-Gascogne dans la région de Bordeaux, Comptoir Moderne au Mans et Doc Lyonnais dans la région de Lyon, alors que l'Allobroge est surtout implanté dans l'Isère à Grenoble. Valeurs étrangères, il y a surtout une reprise des valeurs américaines. Vous voyez qu'Alcan Aluminium gagne 3,50 francs aujourd'hui. New York, donc, est un peu moins fébrile, encore que la situation au Vietnam reste toujours préoccupante. Aquitaine, pratiquement inchangée, et SO Standard est également à son cours de vendredi. C'était donc le baromètre boursier. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Merci Gérard. Le saint du jour, c'est Saint Désiré aujourd'hui, qui est né près de Soissons au VIe siècle. Il était gardien du sceau royal sous les rois Clotaire et Childebert. Il a été également évêque de Bourges. Demain, c'est la Sainte Pacôme, la Sainte Isaïe et la Sainte Tudie. Bonne journée à tous.